quelques jours après le déclenchement brutal des événements du 30 septembre 1965. Elle avait été enlevée à la sortie de l'école par des membres d'une milice étudiante qui la forcèrent à monter dans une jeep qu'ils tenaient prête. Elle ne sut pas où on la conduisait. Lorsque son bandeau lui fut retiré, elle était dans une chambre. Un homme lui fit subir un interrogatoire. On la tortura, on lui taillada le front au couteau. Elle était couverte de sang. Mais cette fille si douce sut résister et s'en tenir à cette unique réponse sans jamais en démordre. C'était elle-même qui, au lendemain des événements du 30 septembre, avait dirigé l'émission de déclamation poétique de la radio de la République d'Indonésie. Elle y avait lu des poèmes révolutionnaires et elle avait apporté son soutien personnel aux actions qui venaient d'avoir lieu. En réalité, c'était un programme régulier de la radio et d'autres lectrices et lecteurs avaient animé avec elle l'émission. Mais elle avait tenu bon et refusé de donner les noms des responsables de ce programme. Si bien que les jeunes miliciens la condamnèrent à mort et décidèrent de la fusiller. Elle demanda alors d'une voix paisible, avant d'exécuter la sentence, laissez-moi la possibilité de faire la prière. Déjà tout prêt pour l'exécution, les jeunes se mirent à ricaner la gorge déployée en entendant cette demande de Boutette. Ah bon? Parce que tu as un Dieu, toi? Est-ce que par hasard tu saurais faire tes prières? J'ai l'habitude de prier. Permettez-moi d'abord de faire mes ablutions rituelles. Va dans la salle de bain, mais ne t'avise pas d'essayer de nous tromper, dit un des hommes. C'était l'heure où arrivait l'obscurité, heure d'une des prières quotidiennes de l'islam. Boutette alla chercher de l'eau. 2 hommes la surveillèrent pour vérifier qu'elle ne simulait pas. « N'essaie pas de te contenter de murmurer, hein! Crie-les tes prières, qu'on puisse les entendre !» hurlèrent les gardiens. Boutette obéit, fit ses ablutions et effectua la prière avec recueillement. Les jeunes en restèrent tout à fait déconcertés. Sa voix délicate et claire résonnait au fond de leur cœur, et ils pensaient « Ce n'est pas possible qu'elle soit l'infidèle que vous l'avez accusée d'être. » Boutette était restée bien droite à l'endroit où elle avait prié. On lui ordonna « Va te mettre debout près de la fenêtre, le dos collé au mur, et ferme les yeux. » Un des jeunes s'approcha d'elle et lui attacha son mouchoir sur le visage. Elle gardait un air paisible. Face à cette situation à laquelle elle ne pouvait s'échapper, elle se soumettait. Elle se préparait à rejoindre son Dieu. L'ordre retentit. Prêt! Elle voulut inspirer profondément, mais la détonation du coup de feu fut plus rapide. La balle alla frapper la vitre et la fracassa. Prise de faiblesse, elle sentit ses forces l'abandonner, mais elle s'appuya au mur et ne perdit pas conscience, rassemblant toute son énergie pour ne pas s'écrouler au sol. Ses jambes tremblantes parvenaient à peine à la soutenir. Enfin, on lui enleva son bandeau et on lui ordonna de retourner s'asseoir sur la chaise où avait eu lieu l'interrogatoire. « As-tu un militaire dans ta famille ?» lui demanda le chef. « Oui, j'en ai un, » répondit Boutette sans hésitation. « C'était mon oncle. » Et elle poursuivit en donnant le nom, le grade et l'adresse de l'officier. Un combat terrible se livrait en elle. Ce militaire, qu'elle disait être son oncle, elle ne l'avait en fait connu que tout récemment à l'hôtel Indonésia où elle donnait des spectacles de danse. Allait-il accepter de confirmer qu'elle était bien sa nièce? Sinon, évidemment, ils appliqueraient sa condamnation à mort. Le chef ordonna à un de ses hommes d'aller contacter cet homme. Pendant qu'ils attendaient le résultat de la vérification, Boutette fut assaillie par un déluge de questions sur ses activités militantes dans l'organisation étudiante. Enfin arriva l'homme à qui le rapport avait été ordonné. C'est vrai, ce monsieur confirme bien qu'elle est sa nièce. De joie, elle eut l'impression de s'envoler.
Mais l'interrogateur vit que son visage, devenu serein, avait changé d'expression. « Ah ah, tu crois peut-être que tu délivrais ta condamnation à mort? Pas du tout. Allez, ça suffit, on y va. »« On est prêts, dirent les autres. » De nouveau, ils lui bandèrent les yeux et la firent monter dans une jeep. Ainsi, Boutette ne pouvait pas savoir où on la conduisait. Ses lèvres continuaient à murmurer une prière. Des bras l'arrachèrent de la jeep qui l'abandonna et lui sembla se volatiliser dès que ses pieds touchèrent le sol. Prise de vertige, elle couvrit son visage de ses mains. Mais après quelques instants, elle reprit conscience et se hâta d'enlever le mouchoir qui lui cachait la vue. Son regard mal assuré reconnut l'endroit que ses pieds foulaient. Mais oui, elle savait exactement où elle était et n'en croyait pas ses yeux. Elle leva la tête en clignant des yeux vers le ciel constellé d'étoiles qui scintillaient. Oh, merci Seigneur Tout-Puissant, juste et généreux. Émue, bouleversée, elle se mit tout ensuite en marche vers sa maison, qui n'était qu'à quelques mètres de l'endroit où il l'avait fait descendre. Elle avait envie de courir. Elle voulait se jeter dans les bras de sa mère et pleurer tout son saut. Et surtout, elle ressentait une telle fierté. La petite île de Belitung est la plus riche d'Indonésie. Elle fait partie de la province de Sumatra Sud, mais à cause précisément de sa richesse, elle a un statut particulier. C'est là qu'un trésor était dissimulé dans le sol, jusqu'à ce que les Hollandais finissent par le découvrir. Profondément enfoui au cœur des terres marécageuses, il a fini par surgir. L'étain. Et béni soit la terre qui regorge d'étain, car il est toujours accompagné d'autres matériaux. Argile, xénothime, zirconium, or, argent, monazite, ilménite, sidérite et hématite. Nous avions même de l'uranium. Des strates de trésors étaient enfouis sous les maisons bancales où nous vivions notre vie faite de privations. Nous, les habitants de Belitung, ressemblions à des hordes de rats affamés dans une grange de riz. Ces grandes ressources naturelles étaient exploitées par une compagnie nommée PN Timah. PN pour Peruan Negeri, c'est-à-dire compagnie appartenant à l'État. Timah signifiait État. La PN faisait travailler presque toute la population de l'île. Le gouvernement indonésien avait succédé aux colons hollandais à la tête de la PN en s'emparant de tout le matériel et aussi de sa mentalité féodale. Même après l'indépendance de l'Indonésie, la PN faisait preuve de beaucoup de discrimination envers ses employés indigènes. La façon de les traiter obéissait à un système de castes. La plus haute étant celle des dirigeants qu'on appelait le personnel, la plus basse comprenait nos parents, qui travaillaient comme manutentionnaires, transportaient des tuyaux, tamisaient le minerai d'étain ou étaient engagés à la journée. Le personnel, dont pratiquement aucun membre n'était un Malais de Belitung, vivait à l'intérieur d'un territoire préservé qu'on nommait le domaine, avec des gardes pour en assurer la sécurité, des palissades et des murs très hauts. L'école de la PN, située au sein du domaine, c'était un lieu d'excellence, destiné aux meilleurs éléments. Des centaines de très bons élèves s'y disputaient les meilleures notes. L'école de la PN était en fait le club le plus élitiste de Belitung. Dès le premier matin, des douzaines de voitures se succédaient à sa porte. On mesurait des centaines d'élèves qui y arrivant pour leur faire non pas un, mais 3 uniformes chacun. On acceptait là que les enfants du personnel vivant au sein du domaine. Un règlement officiel décrétait quel niveau d'employés pouvait y inscrire les siens. Et naturellement, à la grille, on retrouvait la mise en garde de ne pas entrer sans autorisation. Cela signifiait que les enfants de pêcheurs, de manutentionnaires, d'ouvriers saisonniers, comme nos parents, et surtout ceux nés à Belitung,
n'avait pas la moindre chance de recevoir une bonne éducation. S'il voulait aller à l'école, ce serait obligatoirement à celle de la Muhammadiyya, la même qui risquait de s'écrouler si le vent soufflait un petit peu trop fort. C'était la plus grande ironie de notre vie. La gloire du domaine et la renommée de la PN avaient pour origine à 100% cet étain qu'on extrayait de notre terre à nous. Le domaine était l'emblème même de Belitung, construit pour poursuivre le sombre rêve d'une colonisation ininterrompue, avec comme but de donner le pouvoir à quelques-uns afin qu'ils en oppriment beaucoup et d'éduquer certains pour qu'ils rendent les autres dociles. Depuis longtemps, je me doutais que la plupart des géants ne venaient pas d'Inde, mais qu'ils avaient embarqué sur des navires européens partis vers les Indes à la recherche des épices. Ils avaient les cheveux en beignets de crevettes,